Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Food. Enjeux, tendances, innovation, business, parcours, l'alimentation sous toutes ses formes, on en parle chaque jour sur Smart avec mes invités. Ce matin, ce sont aux emballages que nous allons nous intéresser. Une fraise juteuse sur un pot de yaourt qui n'en contient que très peu, voire pas du tout. Des promesses nutritionnelles sur des aliments trop riches. Du marketing au mensonge, il n'y a parfois qu'un pas. Des pratiques qui induisent le consommateur en erreur et dénoncées par la CLCV. L'association a passé au crible les emballages et la composition de près de 900 produits. 5 ans d'enquête, résultat, de nombreux emballages survendent les produits qu'ils contiennent. Alors comment voir derrière les emballages, comment améliorer l'information des consommateurs? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec mon invité. Bonjour Lisa Follet. Bonjour. Vous êtes responsable scientifique et alimentation à la CLCV. CLCV pour Consommation, Logement, Cadre de Vie, une association nationale qui défend les intérêts spécifiques des consommateurs et aussi des usagers. Vous sortez régulièrement des études où vous analysez notamment les qualités nutritionnelles des produits. Derrière ces études, quel est l'objectif ? Vous voulez alerter les pouvoirs publics, les consommateurs, j'imagine. Aussi peut-être mettre en garde les industriels ? Il y a un peu de tout ça, nos objectifs en fait, à travers ces études. Donc à chaque fois, on prend une famille de produits, on décrypte les emballages, la composition, les ingrédients, la composition nutritionnelle, etc. Un travail de fourmi. Oui, un petit peu. Et on a l'objectif à la fois d'interpeller directement les industriels, évidemment, pour faire évoluer les pratiques, pour faire changer les emballages, améliorer les recettes. C'est aussi l'occasion pour nous d'interpeller les pouvoirs publics si on trouve que la réglementation ne va pas assez loin et qu'on a besoin d'encadrer mieux les pratiques des industriels. Et puis aussi alerter les consommateurs sur les petits pièges en fait, qui sont utilisés par les industriels et les aider à déjouer ces pièges et à mieux choisir leurs produits alimentaires. Donc vous avez, on va dire, presque compilé différentes études pour en faire un bilan sur 5 ans, entre 2017 et 2021. Au final, est-ce que les emballages ont tendance à survendre les produits ? Alors, bon, évidemment, le premier but de l'emballage, c'est quand même de vendre les produits. C'est sûr que c'est le but. Ça doit donner envie. Ça donne envie. Et ça, on se rend compte que les industriels le font très bien, voire même un peu trop, puisqu'il y a beaucoup d'écarts. En fait, c'est ce qu'on a noté dans nos différentes études, qu'il y a beaucoup d'écarts entre ce qui est mis en avant, alors que ce soit par des images, vous avez dit les belles fraises sur un pot de yaourt, ou dans le nom d'un produit, ou par des allégations aussi, des mentions qui mettent en avant le côté bien-être, nutritionnel, etc. Et quand on regarde le dos de l'emballage, en fait, il suffit de regarder ce qu'il y a à l'intérieur, les ingrédients, les valeurs nutritionnelles, on se rend compte qu'on est sur des produits qui ne sont pas si bons que ça, en fait. Mais effectivement, les industriels ont tout intérêt à présenter leurs produits de manière positive. Et effectivement, l'emballage, notamment, aide. Oui. Mais certains vont beaucoup plus loin que d'autres dans, justement, la mise en avant d'ingrédients ou de mentions. Alors justement, on parle de cet outil, emballage-outil marketing, on pense au design, on pense aux couleurs, mais il y a aussi les images, les mentions. L'image, les mots sont des informations. Si on part, par exemple, sur les images, en quoi elles peuvent être trompeuses ? Si on prend un exemple, par exemple, de ce pot de yaourt, effectivement, avec des fraises, et il n'y en aurait pas à l'intérieur, c'est trompeur. Oui, on considère quand même que n'importe quel consommateur qui voit un pot de yaourt avec des belles fraises ou des belles framboises sur l'emballage, il s'attend quand même à en retrouver, même une quantité assez faible, mais à en retrouver au moins un peu dans le produit. Alors qu'en réalité, il y en a certains où il n'y en a vraiment aucune trace. On a un arôme naturel de framboise ou de fraise, mais vraiment 0% de fruits dans le produit. Et ça, malheureusement, c'est tout à fait légal, en fait. Les industriels ont le droit de mettre en avant un ingrédient sous réserve d'apposer une petite mention saveur, goût ou parfum framboise, mais qui est bien souvent écrite en tout petit à côté de la belle framboise qui, elle, image non contractuelle. Sur quel type de produit on va retrouver cet usage un peu détourné des images ? Tous. Les jus de fruits, les yaourts. Évidemment, quand il y a des fruits, des ingrédients, des fruits, des légumes, etc. Tout ce qui est un peu naturel, finalement. Tout ce qui est naturel, tout ce qui est les ingrédients aussi un peu plus exotiques sont beaucoup mis en avant, l'ananas, le gingembre, etc. Alors qui sont souvent en quantité très faible, alors qu'on a d'autres fruits dans certains produits, comme dans des jus, où on a beaucoup de jus de pomme qui est utilisé, mais qui n'est pas forcément mis en avant, alors qu'il est utilisé en très grande quantité. Mais ce qu'on a remarqué, c'est qu'on a cette technique sur
n'importe quel produit, n'importe quelle famille de produits en fait. Et il y a aussi ces mots, vous en parliez un petit peu plus tôt, qu'on pourrait appeler allégations nutritionnelles. Est-ce qu'il y a, alors je donne des exemples, source de fibres, équilibrées, antioxydants, riches en vitamine C. On se dit a priori que c'est bon pour la santé. Est-ce qu'il y a, première question, une réglementation concernant l'utilisation de ces mentions ou allégations nutritionnelles, et quels sont les risques de les utiliser alors que ça ne reflète pas forcément la réalité? Alors oui, ces allégations donc, de santé nutritionnelle, elles sont encadrées par la réglementation. Donc par exemple, on ne peut pas, si on veut dire qu'un biscuit est riche en fibres, il faut une certaine quantité minimum de fibres dans le biscuit. Donc ça, c'est tout à fait vrai. Et quand les industriels utilisent ces allégations, elles respectent la réglementation. Mais ce qui nous pose problème, nous, c'est que c'est utilisé sur des produits comme les biscuits, si je continue avec cet exemple-là, qui sont par ailleurs aussi très gras et très sucrés. Et ça, bon, évidemment, l'emballage nous le dit qui cache la forêt, là. Voilà. Et malheureusement, sur ces produits-là, on a le Nutri-Score, donc qui permet d'avoir une idée de la qualité nutritionnelle globale des produits, qui est souvent très peu apposée sur ces produits, justement, qui mettent en avant, par ailleurs, des allégations, des mentions plutôt positives. Donc, on a l'impression d'avoir un produit sain, parce qu'effectivement, il est riche en fibres, ou riche en vitamine C ou autre, mais par ailleurs, il peut être aussi très sucré, très gras. Et très transformé aussi, parfois. Oui, aussi. Vous notiez aussi dans l'une de vos études des additifs trop présents. C'est quoi le problème avec les additifs ? Alors, c'est vrai que ce qu'on a remarqué, c'est que pour une même famille de produits, en fait, on a vraiment des énormes écarts entre les marques. Il y en a certaines qui vont faire vraiment des efforts pour réduire en fait la quantité d'additifs présents dans les produits, et d'autres où on a une liste d'additifs à rallonge. On a vu l'exemple d'une île flottante où on a 13 additifs dans une marque, un seul dans une autre. Donc, ce qui montre que c'est vraiment possible en fait pour les industriels de quand même faire des efforts sur les recettes et de les réduire au maximum. Donc, d'une part, c'est possible, mais est-ce que ça a un rapport avec le prix ? Si je paye plus cher, a priori, je m'attends à des produits qui sont beaucoup plus sains. Eh bien, ce n'est pas forcément le cas. C'est vrai que nous, ce qu'on a remarqué, c'est qu'à chaque fois, on essaye, évidemment, on relève le prix aussi dans nos études des produits, et que le prix n'est pas du tout un gage de qualité en fait, pour le consommateur. Donc, ça devient compliqué de faire des choix. Il y a aussi l'appellation des plats. Par exemple, un poisson pané, si on regarde effectivement, on l'ouvre aussi accessoirement, mais si on regarde l'étiquette sur l'emballage, on s'aperçoit que c'est plutôt de la panure au poisson. On met en avant un aliment qui finalement est très peu présent dans la composition du produit. Là encore, il faudrait changer les choses et peut-être instaurer un cadre réglementé. Là encore, c'est très variable d'une marque à l'autre. On a des poissons panés qui contiennent plus de 80-90% de poissons, donc ce qui paraît logique, et d'autres qui en contiennent beaucoup moins. On a relevé des quantités de 35% par exemple de poissons panés. Le ravioli au bœuf, je voyais aussi oui. 4% Pareil, dans des raviolis au bœuf qui en contiennent que 4%, alors que d'autres en ont beaucoup plus. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'on a des écarts énormes en fait, pour un même produit entre les marques. Et aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation qui encadre ça. Il n'y a pas de minimum en fait dans ces produits. Donc pour nous, à partir du moment où on met en avant un ingrédient dans le nom, donc des raviolis au bœuf ou du poisson pané, on devrait fixer un minimum en fait pour garantir au consommateur, quelle que soit la marque qu'il achète, il ait un minimum de ces ingrédients-là. Les alertes si je puis me permettre, que vous formulez, que ce soit sur le sucre, les additifs, ces appellations, ces allégations nutritionnelles, est-ce que vous les avez aussi remarquées sur des plats végétariens, véganes, végétaliens ? Oui, les plats végétariens ont fait l'objet d'une enquête à part entière, et c'est la même chose que les autres produits, donc on a beaucoup de mise en avant. Alors sur les plats végétariens, c'est plutôt sur le côté fabriqué en France, etc. Alors que derrière, en fait, on n'a aucune information sur l'origine des ingrédients d'origine végétale. On connaît très peu, en fait, l'origine, par exemple, du soja, entre autres. On a aussi beaucoup, effectivement, d'allégations nutritionnelles, alors que ce sont des produits qui sont ultra transformés, avec aussi beaucoup d'additifs. Qu'on espère et qu'on imagine sains. Oui, alors pour le coup, la bonne surprise de cette enquête-là sur les plats végétariens, c'était qu'ils étaient plutôt bons d'un point de vue nutritionnel. Mais ils contiennent quand même beaucoup d'additifs. J'imagine un Nutri-Score. Alors, pas forcément beaucoup non plus. Malheureusement, il y en a encore beaucoup qui ne l'affichent pas. Mais voilà, ils étaient quand même plutôt bons d'un point de vue nutritionnel, mais parce qu'ils contiennent en fait majoritairement de l'eau. Donc, Ce qui m'a alertée pour ma part, c'est cette étude que vous avez faite sur les produits pour enfants. Le constat est assez édifiant. Vous avez étudié plusieurs produits, notamment les céréales, on pense forcément à ça, mais également les produits laitiers. Et vous avez remarqué que leur profil nutritionnel était moins bon que leurs homologues
qui ne ciblait pas spécifiquement les enfants. Comment on peut expliquer ça ? Effectivement, on a remarqué que ce soit des petits formats comme les boissons de 25 centilitres qui sont clairement destinés aux enfants, des paquets de céréales qui mettent en avant des jeux ou des mascottes sur les emballages, ou encore des poissons panés en forme de poisson justement qui sont clairement destinés aux enfants, globalement ils sont moins bons d'un point de vue nutritionnel, donc ils sont plus sucrés, plus gras, plus salés, ils contiennent moins de poissons dans le cas des poissons, moins de fruits dans le cas des jus de fruits. Donc évidemment on comprend bien la volonté des fabricants de plaire en fait au goût des enfants, mais nous ça pose quand même un réel problème au niveau de la santé publique. Vous ciblez d'ailleurs dans cette étude le rôle de la publicité à destination des enfants, des adolescents, que ce soit à la télé, à la radio ou sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il ne faudrait pas l'interdire purement et simplement ? C'est vrai qu'il y a une étude de Santé publique France récente qui a montré que les enfants et adolescents étaient très exposés aux publicités pour les aliments, et notamment les aliments qui sont pas bons d'un point de vue nutritionnel évidemment. Et quand on sait l'impact que ça peut avoir sur le choix des enfants, même des parents, sur ensuite la santé, nous oui on considère qu'il est nécessaire en fait de mieux encadrer la publicité à destination des enfants et des adolescents, et notamment pour les produits qui ont un profil nutritionnel mauvais. Vous le mentionniez un petit peu plus tôt, et effectivement on parle beaucoup de local, et cette origine France c'est aussi un critère d'achat, sauf que beaucoup d'industriels vont utiliser la mention France, un petit drapeau français, pas toujours de manière très justifiée. Alors c'est vrai qu'on a... Ou alors que ça va concerner juste peut-être un ingrédient de la recette et pas tout le produit. Alors souvent ça ne concerne même pas les ingrédients, ou ça le concerne sûrement le lieu de fabrication, le lieu de conditionnement en France avec un beau drapeau français effectivement. Et quand on creuse un petit peu, on a très peu d'informations, comme je le disais, sur les ingrédients d'origine végétale notamment. Sur le lait et la viande, on a un peu plus d'informations et qui est majoritairement français, donc ce qui est plutôt positif. Mais sur en tout cas les ingrédients d'origine végétale, il y a vraiment un manque de transparence sur l'origine. Si on résume toutes vos demandes qui ont été compilées comme vos enquêtes, on a amélioré les recettes des produits pour enfants, mieux encadrer l'utilisation d'images et mentions sur l'emballage, réduire les additifs, imposer un seuil minimum de l'ingrédient attendu dans le produit, améliorer la transparence sur l'origine des ingrédients. Mais il y a aussi généraliser le Nutri-Score. Vous encouragez les industriels à s'engager dans la démarche. Je rappelle que la démarche n'est pas obligatoire. Est-ce qu'il ne faudrait pas poser une obligation ? Parce qu'effectivement, dans un rayon, on nous demande, ce Nutri-Score permet de comparer différents produits sur une même gamme de produits. Mais si vous êtes dans un rayon et qu'il y a un seul produit qui contient un Nutri-Score, à quoi vous référez ? Oui, on est tout à fait d'accord. Pour nous, il sera vraiment efficace quand il sera présent sur l'ensemble des produits l'ensemble des produits alimentaires, pour vraiment comparer tous les produits de même famille entre eux, alors qu'aujourd'hui, d'après les derniers chiffres, il est présent que sur un produit sur deux, ce qui est encore trop peu. Et nous, oui, effectivement, on est en faveur de la généralisation et de l'obligation de ce score. Merci beaucoup Lisa Follet. Je rappelle que vous êtes responsable scientifique et alimentation à la CLCV. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain. Passez une excellente journée sur Bismart.